Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a toujours une journée d'avance chez les rois du Bitcoin. Lundi, c'était retour en enfer. Mardi, c'était hier, c'était une hausse extraordinaire. Je vais donc me justifier ici par rapport à ce que j'entrevois et ce que j'espère voir et non pas croire d'ici la fin de la semaine. C'est déterminant. Il faut absolument qu'on rebondisse très fort, il faut qu'on rebondisse rapidement et qu'on réintègre le plus rapidement possible. Et je le dis même avant la fin de la semaine. Comme ça, je vous donne une temporalité. Si on n'est pas rentré au sein du range avant la fin de la semaine, franchement, c'est chiant. Franchement, c'est compliqué. Et franchement, on ira très probablement voir des niveaux qu'on n'a juste vraiment pas envie d'aller observer. Et certains pensent même aux 70 000 dollars. Et moi, je penserais même bien plus bas, si ça viendrait à se confirmer. Je vous parle tout ça dans cette vidéo. On titrera donc le jour d'après. Mais ce que je vais vous révéler, ça vaut vraiment le coup de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation que vous trouverez également sur le site lesroisdubitcoin.com. Une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Je l'utilise sur les marchés crypto comme traditionnel, que ce soit court, moyen, long terme, et m'offre d'excellents résultats sur mes investissements cycliques. Également, du côté du Discord, ça va. Il y a eu pas mal de dénivelé ici. Tout le monde a vendu, hormis les petits qui sont toujours bien accrochés. Et ma foi, peut-être que vous avez raison. Il faut peut-être rester bien accroché puisque vous êtes peut-être dans le bon move, malgré le fait que nos émotions soient mises à rude épreuve. Ce qu'on attend donc maintenant, c'est une réintégration extrêmement violente. Avant de parler de ça, bravo à tous ceux qui avaient parlé des fameux 1 ici au niveau des 86 000, à peu près 86 000 dollars, 85 000 dollars, sur ce premier arrêt du précédent flux. On est toujours en train dans ce flux. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Bingo, c'est de faire un nouveau plus haut. Donc on avait eu tous ces petits trucs, on peut maintenant tous les effacer. Je me suis donc trompé, c'était très exactement ici. Je vous avais dit, est-ce que le support va tenir? Le support a tenu. Faites attention ici, et c'est là où il faudra éventuellement penser à se hedger, à se couvrir. C'est à ce moment-là qu'il faudra potentiellement penser à anticiper une panique. La panique, on peut partir du principe que nous l'avons eu pour une deuxième vaccination réglementaire, un rappel vaccinatoire. C'était dans la journée d'hier. Est-ce qu'on l'a subi? Oui, parce que si on ne le joue pas, on le subit jusqu'à preuve du contraire. Donc on a choisi de le subir. Moi, j'ai choisi de le subir. Et je suis plutôt content, soit dit en passant, de comment s'est comporté le marché alt ici de ce côté-là. Si vous prenez MakerDAO, franchement, il a fait un nouveau plus haut. Si vous prenez TIA, il est parti chercher tout petit peu de liquidité sans pour autant remettre en cause ces petits flux haussiers. Et on est reparti sur un nouveau plus haut par rapport à la semaine précédente. Bon, franchement, il y a pas mal de cryptoactifs qui ont plutôt bien résisté à cette baisse et on le voit très très bien par rapport à la dominance de Bitcoin. C'est exactement ce que je cherche moi à observer. Donc je le vois, tant mieux, ça renforce une idée, ça renforce un billet supplémentaire d'un alt season qui pourrait se présenter devant nous. Autant le jouer et c'est ce que je joue actuellement. Maintenant qu'on a ça, on attend quoi? Le plus rapidement possible une réintégration. C'est super important. Pour la simple raison que vous avez, pour la plupart d'entre vous, raison. J'ai des commentaires, je les lis et je vous réponds. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est dans un bear market? Vous ne voyez pas qu'il n'y aura pas de all season? Vous ne voyez pas que... etc. Ça dépend de la time frame sur laquelle on se positionne. Si vous regardez effectivement en horaire, c'est pas bullish. Je vous le dis franchement, c'est ultra baissier. On vient de casser des lots. C'est pas du tout ce qu'on avait envie d'observer. Maintenant, on y est. Si vous regardez en 4 heures, théorie le dos, des hauts toujours plus bas, des bas toujours plus bas, c'est pas bullish. Si vous regardez en daily, c'est pas mieux. Des bas toujours plus bas, des hauts qui éventuellement dans une magnifique trompette. Et vous savez à quel point c'est difficile de trader des trompettes ici, on le voit très bien, c'est un canal d'élargissement, c'est très difficile à jouer, c'est très difficile émotionnellement. Bitcoin adore faire ça, et c'est généralement les résolutions sont dans les flux. Et actuellement, les flux sont plutôt haussiers. Donc, est-ce que c'est un magnifique piège? Raclure de liquidité? Franchement, je l'espère. Si vous regardez en weekly, c'est pas mieux non plus. Maintenant, il n'y a pas de M-top actuellement. Même si vous enlevez les cordes de chandelle ici, les petites mèches, eh ben non, il faut attendre tout simplement une clôture. Donc la clôture, vous l'aurez potentiellement à 93 655. Nous, chez les rois, on n'oublie personne. J'irai donc chercher plutôt celle-ci, très exactement, aux alentours des 91 384 dollars. Et actuellement, on y est, on est même en dessous. Ce que je veux donc, pour ne pas valider ce M-top en hebdomadaire, qui confirmait une magnifique théorie de dos, c'est qu'on soit au-dessus à la fin de la semaine. Et honnêtement, je le souhaite. Si vous regardez en mensuel, c'est pire encore, puisqu'on est proche de la fin du mois. Jusqu'à preuve du contraire, c'est dans 2 jours. Et je ne veux, s'il vous plaît,
pas être en dessous des 91 500 $. Si on est en dessous, c'est très compliqué. Je vous le dis franchement, c'est pas bon l'histoire parce qu'on aura commencé une dynamique baissière au niveau d'une time frame en mensuel. Donc, actuellement, c'est pas baissier. Jusqu'à preuve du contraire, en mensuel. Si vous partez en trimestriel, il y a rien de baissier dans ce qu'on est en train d'observer. Voilà. Maintenant, est-ce que le mois de février est censé être un mois extraordinaire, et cetera? Oui, jusqu'à preuve du contraire. On avait quand même plus de chance par rapport aux news qu'on avait sur le mois de février. Bah, la preuve en est, on est parti chercher l'autre mais très exactement l'opposé. Bon, hormis jouer sur nos émotions, pour l'instant, il y a rien de dramatique ou rien de confirmé. Donc, bah, il faut faire en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Et donc, ça nous ouvre ici des opportunités. Donc, voilà très clairement ce qu'on voit. Donc, si on ne regarde pas les mêmes time frames, certains peuvent être très haussiers. Moi, je suis très haussier puisque ma time frame de référence cyclique, c'est le trimestriel. Et ça, c'est pas baissier, jusqu'à preuve du contraire. Il y a peut-être trois choses qui ont pu influencer le cours de Bitcoin. Le premier qui est beaucoup tourné, c'est la corrélation vis-à-vis de Bitcoin au reste du marché. Vous avez tout à fait raison. C'est fort possible. Si vous regardez au niveau de la corrélation Bitcoin par rapport à l'indice du Nasdaq, vous pouvez faire exactement la même chose par rapport à l'indice du S&P 500. Si vous regardez une moyenne pondérée sur 100 périodes, je suis actuellement en hebdomadaire, c'est très corrélé. En fait, cet indicateur est borné de 1 à -1. -1, c'est une exacte corrélation, mais à l'opposé. Ça veut dire que Bitcoin fait l'opposé complet de ce que propose Nasdaq ou S&P 500. Vous pouvez le faire sur n'importe quel indice et vous pouvez d'ailleurs le corréler à n'importe quel asset. Si vous voulez corréler Apple, ça va être sympa de regarder s'il y a éventuellement une fractalité. Si vous êtes aux alentours des 1, c'est qu'il y a une corrélation parfaite. Si vous êtes à 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation. Et vous avez raison, si vous reprenez la cyclicité, bah, il y a une très forte corrélation pondérée sur une moyenne mobile sans période ici, en hebdomadaire. Si vous regardez en daily, c'est assez similaire. Il y a une forte corrélation, soit dit en passant. Bon. Donc on est plus près du pas du tout corrélé à très corrélé à pas du tout corrélé ou corrélé à l'opposé. C'était plus vrai en 2020, 2019, 2018 et aujourd'hui, on rentre dans une phase d'institutionnalisation. On le savait, on l'avait vu, on l'attendait. Donc maintenant, bah, on fait en fonction de ce qu'on attendait. Il ne faut pas se plaindre, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est très corrélé, et effectivement, et donc il faut le suivre. Et pourquoi il y a eu une dégradation au niveau des indices? On ne va pas parler de Tesla, on ne va pas parler de Palantir, on ne va pas parler encore moins de MicroStrategy, que depuis 2 semaines a rendu 55% de sa hausse. Un marché peut retracer de moitié ou moitié moins de temps. La réponse, elle est simple, c'est si, si, il y aura taxe, et taxe aura soon soon. Donc bientôt les taxes, c'est prévu pour la semaine prochaine du niveau du Canada, et les Européens vont s'en manger une aussi. Trump nous l'a gentiment rappelé lorsqu'il s'est levé hier aux États-Unis. Bon, il y avait une deuxième chose qu'on pouvait regarder, c'est Bybit. Bybit, je l'exclus franchement. Je ne vais pas le prendre en considération pour la simple raison que si vous regardez au niveau d'Ethereum, des réserves de Bybit, on est passé de 450 000 à 0, 0 pour arriver à 400 000, à peu près 350 000 OTC. Donc merci BitGate, merci Binance, merci j'en sais, Gemini, j'en sais rien qui a aidé. Vous avez ça sur Twitter, se dit en passant, je ne vais pas forcément regarder. La seule chose que ce qu'on cherche, c'est que CryptoCoin est plutôt à jour par rapport à ces datas et tout a été fait. Alors pourquoi ça n'a pas explosé en l'air? Parce qu'ils ont quand même acheté pour près de 3 milliards 500 millions de dollars de Ethereum. Oui, mais ils l'ont fait en fait sur de la promesse de dette très probablement. D'accord? Donc c'est juste un collatéral qu'ils ont proposé OTC. Donc ça veut dire qu'il y a des contrats qui ont été passés. Je ne connais pas les tenants et aboutissants de ces contrats. Je ne sais pas quelles sont les clauses de ce contrat. Je m'en fous complètement. La seule chose que je regarde, c'est que, OK, ils ont réussi à se sortir en l'espace de moins de 3 jours d'une situation extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Bitcoin, exactement la même chose. On aurait pu voir une sortie extrêmement massive des capitaux. La réponse est bah, non. On est passé de 70 000 aux alentours des 50 000 bitcoins qui étaient sur Bybit. Pour l'instant, tout va bien. Si vous regardez All Exchange, il n'y a pas des rentrées massives. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les holders long terme ne souhaitent toujours pas vendre leur bitcoin à ce prix-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront peut-être pas forcés de le faire. En tout cas, si vous avez acheté du bitcoin à 3 000 $, vous n'êtes pas prêt de le vendre, soit dit en passant, sauf si vous prenez quelques profits, et ça a logiquement déjà été fait sur le flux précédent. Hein, lorsqu'on était aux alentours des 70 000 $, on avait vu des premières prises de profit sur des holders très long terme, et vous avez eu tout simplement bien eu raison de le faire. Aujourd'hui, c'est plus cher, il n'y a pas réellement raison de vendre ici si vous l'avez déjà fait avant. Bon, maintenant qu'on a ça, il y a un troisième level qu'il faut prendre en considération, et je peux partager cette setza. Je vous le dis franchement, ça peut venir de là. Bitcoin face à une chute possible à 70 000 $, si les ventes d'ETF persistent. Et si on regarde les ventes d'ETF persistent, bah elles persistent parce qu'on est passé de 60 à 500 à près de 1 milliard de dollars hier. C'est pas très bon pour Bitcoin, on va pas se mentir, hein. Ça, c'est assez chaud. Donc, si à un moment donné, les mandataires bitcoiners ETF maximalistes via IBIT ou FDBC, BTC, FBTC ou autres décident de quitter le navire, c'est pas très bullish pour Bitcoin.
Mais qui dit pas bullish pour Bitcoin, c'est pas forcément pas bullish non plus pour Ethereum. Sauf que, bah, il n'y a pas eu tant que ça de sorties en réalité au niveau d'Ethereum, puisque un, il y en a déjà moins. Deux, bah, il y a déjà une très forte volatilité et quand on se met les pieds dans Ethereum, eh ben, il faut suivre cette volatilité jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas cassé ses lots. Donc plus fort sur du très court terme vis-à-vis d'Ethereum, tant mieux. Ça, c'est quelque chose, c'est un point très positif pour relancer une thèse alt-saison, hein, soit dit en passant, ou en tout cas pour la renforcer, si vous voulez. Bon, qu'est-ce qui va se passer incessamment sous peu si la thèse de Arthur Haynes serait validée? C'est très simple. Pour lui, il y a beaucoup de détenteurs IBIT, donc ETF, Bitcoin, côté BlackRock, qui sont des hedge funds. Les hedge funds, comme leur nom l'indique, c'est acheter, couvrir pour créer un rendement. Donc vous allez acheter du blé pour vendre de l'or et vous allez essayer d'en trouver un rendement. Ça, c'est des hedge funds sur des stratégies d'arbitrage complexes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on pouvait parler il y a encore quelques semaines en arrière avec DeepSeek. DeepSeek qui est en fait financé par un hedge fund. Hedge fund qui est le même CEO de DeepSeek, ou en tout cas il est administrateur, fondeur ou co-founder si vous voulez. Et en fait, leur stratégie, c'est de la stratégie arbitrale algorithmique. Utilise l'IA, pas utilise l'IA, ils utilisent des gens, on s'en fout complètement. Grosso modo, quand ils prennent une position, ils se couvrent à l'inverse, ils essaient d'en tirer un rendement. Et vous comprenez bien que lorsque vous avez une diminution au niveau des fundings positifs qui passe à négatif, bah, il y a moins de rendement. Donc vous avez 2 possibilités. Soit, bah, vous achetez beaucoup plus de bitcoin ou vous long bitcoin. C'est vrai qu'on peut le voir ici, par rapport à une forme de réciprocité sur Other. Other, ça peut être intéressant, soit dit en passant, de les suivre également et vous allez voir à quel point c'est exactement ce qu'on attend. Soit vous décidez de déboucler littéralement vos positions actuellement sur les ETF contre en spot, qui va faire évincer le prix de bitcoin ou en tout cas dégrader le prix de bitcoin pour pouvoir racheter vos positions courtes. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Et c'est incroyable quand même. Si vous regardez ça, vous allez sur The Block. Vous avez toutes les informations. Elles ne sont pas à l'instant T. Donc elles sont à 3 semaines, voire un mois de décalage. Donc peut-être que si c'est payant, vous avez l'intégralité du truc. Mais actuellement, même si c'est pas réellement ce qu'on attend, il faut juste regarder une forme de fractalité. On peut le grossir si vous voulez. Et vous voyez exactement ici la position des hedge funds qui se trouve actuellement en violet foncé, bleu foncé, noir si vous voulez. Si vous voyez du noir, vous de votre côté qui sont en train en fait de déboucler des positions. Et ce débouclage de positions est toujours directement corrélé par rapport à une diminution du prix du Bitcoin. Donc ils débouclent des positions sur le Chicago Mercantile et ils vendent des positions directement sur Bitcoin qui permet de les corréliser et prendre un profit ou en tout cas une forme de profit supplémentaire. C'est plus comme ça qu'il faut le faire. Et si vous débouclez des positions de vente à découvert, automatiquement les fundings redeviennent positifs. Et oui, puisque la pression de financement est beaucoup plus accentuée par rapport à une prépondérance des acheteurs plutôt que des vendeurs à découvert ici. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, et je vous donnerai une conclusion qui est très importante juste après, c'est ceci. Si on revient sur mon petit travail que j'ai fait ce matin, bon, je l'ai fait un peu hier et je l'ai repris ce matin, c'est exactement ça que je vais en fait attendre. On va reprendre en hebdomadaire et vous allez voir qui, en fait, il faut regarder. Les hedge funds, on s'en fiche un petit peu parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'ils suivent le flux principalement. Donc, je vais essayer de le grandir un peu pour essayer d'être parfaitement dans ma cyclicité. Je vais le mettre un tout petit peu plus loin parce qu'il y a un mois de décalage et je vais aller chercher là-bas sur juillet 2018. Il est où mon juillet 2018? Il est par là? Voilà, juillet, juin 2018, formidable. Donc vous voyez quoi? Vous voyez que lorsqu'il y a une dégradation, vous voyez la ligne bleue ici, donc les hedge funds, une dégradation, donc ça veut dire qu'ils se mettent à vente à découvert et ils achètent potentiellement du Bitcoin spot. C'est exactement comme ça qu'ils font, hein. En fait, ils vendent à découvert sur le CME, ils achètent du Bitcoin spot. Il y a une explosion, une prépondérance d'acheteurs, notamment sur le spot, qui décale littéralement le prix. Et quand vous avez une dégradation au niveau de ce truc, alors c'est pas très bien fait, c'est plus comme ça qu'il faut le mettre, une dégradation au niveau des hedge funds, c'est-à-dire qu'en même temps, ils vendent directement leur Bitcoin spot et ils bouclent leur position de vente à découvert. Ah, ils en tirent un rendement et les rendements sont colossaux, hein. On parle ici en dizaines, voire centaines de millions de dollars. Donc vous voyez bien que quand ils commencent à décider ici de déboucler leur position, bah, le prix généralement se dégrade très fortement. Ici, vous avez exactement la même chose. Une dégradation du prix, augmentation au niveau du hedge fund, dégradation au niveau des hedge funds, augmentation du prix extrêmement violente. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas forcément eux, hein, c'est exactement la même chose ici. Forte dégradation, explosion littérale de Bitcoin. Ici, vous voyez des bouclages de position, vous avez une dégradation au niveau du Bitcoin. Bon, ok, c'est très simple, clair, précis. Mais qui en fait fait la pluie et le beau temps? Qui est la contrepartie de ce foutu truc? En fait, c'est la ligne bleue que vous voyez pas ici. C'est la petite ligne bleue, donc je ne vous l'ai pas mis en gros, mais je peux vous la mettre ici si vous voulez, vous la verrez beaucoup mieux. Vous voyez cette ligne bleue? Elle est parfaitement corrélée par rapport au décalage de prix de Bitcoin.
et c'est eux qu'il faut suivre. C'est pas les asset managers, non, c'est pas les BlackRock, ceux qui font le marché ou ceux qui proposent de la liquidité au marché. Les asset managers, ce sont les market makers, enfin les holders, ce sont les market makers, ça peut être des exchanges, ça peut être des petits fonds institutionnels, ça peut être des petits fonds souverains, ça peut être des petits en fait, tout simplement. Et eux, peut-être savent quelque chose que nous on ne sait pas, et en fonction de comment ils réagissent sur le cours, ça déplace le prix. Vous voyez que depuis plusieurs semaines, bah, ils se cassent du marché. Donc c'est pas très positif. Ce qu'on veut, c'est une reprise en fait du Other ici. Et vous allez voir où est la conclusion. Je vous le définis de façon extrêmement simple. Other, ça va être les traders commerciaux, par exemple. Les traders, la smart money, certains big boys, des institutionnels divers. Ça peut être les market makers, les fournisseurs de liquidités. D'ailleurs, on a vu une news hier passer par rapport à Citadel qui, en fait, se positionnait en fait dans Other ici. OK. Bon, formidable. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on joue? En fait, c'est pas compliqué. On joue un short squeeze d'anthologie. Pourquoi? Parce que eux, s'ils veulent venir à leur fin, ils iront chercher les 70 000, voire les 68 000 $ et il y aura plus aucun intérêt sur ce marché. Je vous le dis franchement, ça va être super compliqué. Ça va être des mois et des mois à attendre et pourquoi pas revoir un petit peu de lumière d'ici le mois de juin, voire l'été 2025 et c'est clairement pas ce qu'on veut voir. Est-ce que ça remettrait en cause la saison? Très probablement. En réalité, même tout le bull run serait remis en cause si on venait à leur donner pleine satisfaction. Eux doivent réagir en fonction des intervenants du marché. Que fait le marché? Quel est le sentiment de marché? Le sentiment, il est très bas. On est repassé en dessous de 25 et c'est exactement ce qu'il nous faut pour essayer de jouer le contraire. Passer en fait d'un mindset baissier. C'est très important de passer sur un mindset baissier. Puisque eux, en fait, les hedge funds vont toujours se porter contrepartie. Et on a aussi la possibilité, dans une extraordinaire surcroît de volatilité, bah, de les faire chier. Et c'est vraiment en fait ce qu'il faut faire. Et si on veut les faire chier, il faut que ce soit violent. Et il faut que la réintégration soit extrêmement violente. Plus elle prend du temps, plus le sentiment est vert, et plus on va les chercher, plus on essaye de se refaire, et plus on va aller chercher la liquidité, et plus finalement, ils vont, eux, finalement, je vais être très clair, vendre là où il y a de la liquidité. Et la liquidité, Haynes l'a vu, hein, le voit, c'est visible par tout le monde, entre les 70 000 $ et les 85 000 $. C'est là où ils vont littéralement déboucler leur position. Maintenant, bah, c'est pas réellement ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des personnes qui prennent de l'intérêt, qui prennent des positions longues. On veut voir des dizaines de milliards de dollars de positions longues. Alors oui, on se fait éclater de façon assez inopinée. Mais au fond, le marché ira chercher de la liquidité là où c'est le plus rentable pour lui. Donc si on va péter des liquidations longues, on peut exactement faire l'inverse. Sur la journée d'hier, ça aurait été exactement pareil d'aller faire une magnifique short squeeze. À partir d'ici, on pétait des bears, hein. C'était une réciprocité quasi parfaite. Donc le marché en a décidé autrement, bien catalysé par effectivement des sorties extrêmement massives vis-à-vis des ETF au comptant. Donc ce qu'on veut, c'est quoi? C'est on veut des acheteurs et pas des petits acheteurs. On veut des gros acheteurs qui viennent dégommer des hedge funds actuellement couverts pour potentiellement essayer de les forcer à racheter leur propre position de vente à découvert. Puisque ceux qui ont vendu sur les 2 derniers jours, est-ce qu'ils vont racheter demain? Et s'ils rachètent demain pour le même montant, si le prix s'apprécie, comprenez-le comme ça, hein. 60%, c'est la théorie de Haynes, 60%. Alors, il dit 40, certains diront 60, on va dire moitié-moitié. Il y a moitié-moitié sur les ETF aujourd'hui, Ibit notamment ou Fidelity, qui sont directement détenus par des hedge funds. Ça veut dire que vous avez eu une sortie massive de 1,5 milliard. Si du jour au lendemain, vous avez une entrée massive de 1,5 milliard, voire 2 milliards de dollars sur les ETF, grosso modo, le prix s'envole littéralement, et que derrière, ils n'ont pas le temps de reboucler leur position, on peut les chercher quiz parce qu'ils seront déséquilibrés. Et c'est ce déséquilibre qu'on va essayer de chercher. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, c'est bien beau tout ce que je suis en train de vous dire, mais ça va peut-être pas être suffisant par rapport à ce qu'on appelle les délits d'initiés. Et les délits d'initiés, c'est clairement les verts, en fait, hein. Vous voyez ici, c'est les bleus, en fait. Ça, c'est clairement pour moi les holders. C'est ceux qui sont le plus proches de l'information. Et un qui était très proche de l'information, c'est potentiellement Binance. C'était fin juillet, fin janvier, donc il y a à peu près une vingtaine de jours, où il nous expliquait qu'il avait vendu tous ses bitcoins, qu'il avait vendu tous ses Ethereum et qu'il avait gardé quand même une partie de ses commissions, de revenus de commission sur BNB. Est-ce qu'il savait quelque chose que nous, on ne savait pas? Est-ce qu'il fallait prendre cette information? C'est difficile de la prendre à contre-coup, si vous voulez, puisque l'information n'est jamais digérée par le marché le jour même. Sauf si c'est une news qui est, en fait, la plupart des news qui sont pas catalysantes, qui pensent être catalysantes, ne font pas réagir le marché ou ne prennent pas des directionnels de marché. Donc, est-ce qu'ils savaient quelque chose que nous, on ne sait pas? J'en ai pas la moindre idée. Maintenant, si on veut vraiment les embêter, il faut faire des réintégrations de marché. Et vous savez quoi? C'est mon trading préféré. Je veux voir ces réintégrations de marché. Voilà, allez, on va chercher un petit truc ici. Boum, on réintègre. Bam, 2 consécutives. Une bougie en weekly. Fin de semaine, on est à 97 000 $. Et là, je pense que c'est pour du bon.
Je pense que c'est pour de bon et qu'on va éclater littéralement des vendeurs à découvert. Et la réciprocité de vendeurs à découvert est exactement similaire à la réciprocité des acheteurs actuellement. Donc ce qu'on veut, pardon, c'est tout simplement empêcher ces vendeurs à découvert d'aller chercher leur objectif de cours aux alentours des 70 000, 80 000 sur du moyen terme, court terme, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement, ce que je joue. J'espère que je vous ai aidé. Je pense que c'est un point déterminant qu'il faut prendre en considération. La réciprocité, d'une invalidation, bah, c'est tout simplement, bah, de clôturer là-dedans, telle la déchéance et d'aller chercher les 70 000 $. Je vous le dis, oui, on peut le considérer comme une magnifique opportunité, mais c'est une opportunité potentiellement cyclique qui peut être mise en cause. Ça veut dire que si on achète ici, bah, on achète pour 5 ou 10 ans. C'est ça, en fait, qu'il faut surtout se dire. Donc j'ai préféré faire mes arbitrages beaucoup plus tôt. Moi, personnellement, je vous l'avais déjà annoncé, j'avais une cyclicité temporelle, c'était janvier, février, fin février. Donc là, récemment, j'ai fait mes arbitrages. Plutôt content d'ailleurs, hein, par rapport à ces arbitrages-là. Je vous en ai peut-être parlé, mais au niveau de TIA qui revient carrément chercher ses CI. Vous prenez AMKR, qui il s'en fout complètement de ce qui s'est passé hier. Ça repart to the moon, c'est formidable. C'est une bonne crypto. Lui, il est dans son petit train de dossier. Et je parlais hier d'ailleurs de la Death Cross qu'on pouvait avoir ou la moyenne mobile 200. Il y a quand même une Death Cross sur Atom qui s'est proposée ici, qui m'a permis de rentrer d'ailleurs sur un big long que je m'étais fait invalider. Très exactement ici. Hop, vous le prenez là. Vous avez la discount. Pour moi, c'est une discount bottom. On maintient les lots. C'est plutôt positif actuellement sur Atom. Et on va exactement rentrer en deux parties ici par rapport à la résolution d'un triangle de contraction où on est parti chercher une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme par rapport à un haut, par rapport à un bas. Résolution 618 €. Déséquilibre de marché, mais c'est exactement le milieu. Je me suis positionné là. Pour le coup, bravo, mais je peux me faire éclater. Voilà. Donc je peux me faire éclater. On arrive sur le truc. Dynamique baissière, ça c'est vraiment la merde. Donc deuxième rentrée, entrée professionnelle, invalidation, à peu près les 2,90 par rapport à ce play-là. Si on va me chercher sous les 3 de l'atome, si on va chercher toutes les liquidités plus bas, terminé. À mon avis, c'est terminé, bonsoir. Donc, alors il fallait paniquer bien avant, hein, c'était pas, rappelez-vous, hein, c'était le 9 ou c'était début février qu'il fallait paniquer quand j'avais fait les vidéos, dans ce sens-là. Maintenant, bah, on le subit, on décide de le subir et on augmente le risque récompense par rapport à ce que le marché pourrait éventuellement nous donner. S'il doit nous le donner, ce qu'il faudrait retenir de cette vidéo, c'est qu'il doit nous le donner le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et ça commencera par là. Vous prenez la bougie mensuelle et je veux, notez-le où vous voulez, c'est on clôture très exactement au-dessus des 91 500 $. Voilà, 91 200 $. Bougie mensuelle au-dessus des 91 200 $. Il faut absolument que d'ici 48 heures, on soit nettement au-dessus des 91 200 $. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on va le faire. J'ai surtout envie qu'on le fasse. Sinon, on passe effectivement sur du mensuel dans une potentielle dynamique baissière. Et la seule chose qu'on attendra d'ici là, qu'est-ce que c'est? C'est donc une structure qui peut prendre des semaines et des mois à se constituer ou un nouveau plus haut et qui peut prendre également des semaines ou des mois pour se constituer. Donc plus la re-entry sera, le retour du range dans le range sera violent, impactant, c'est-à-dire qu'on avale littéralement la bougie hebdomadaire, hein. On n'est que mercredi, donc ici, je veux voir une bougie verte. Alors, on va la faire courte. Je veux que ces bougies-là, elles soient vertes. Et honnêtement, ça me cochera pas mal de cases pour dire qu'on va dégommer tout le monde et on va partir dans un magnifique retour de bull run. Et c'est à défaut d'avoir la majorité qui pense peut-être à l'heure où je vous parle le contraire. Donc on ne joue pas à ce qu'on croit, on ne passe pas en mode espoir, on attend ces confirmations-là, quitte à ne pas jouer, hein. Ici, c'est pas du tout une tare de ne pas jouer ici. Si ce n'est pas vos conditions, ne la jouez pas. Certains diront, c'est un premier arrêt et les premiers arrêts, ça se joue jusqu'à preuve du contraire et tant que ce premier arrêt tient, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. À demain. Ciao.